Bienvenue dans notre émission Laval en mille et une cultures. Aujourd'hui, on reçoit Anna Goudet. Anna est étudiante au doctorat en études urbaines au Centre Urbanisation Culture Société de l'INRS. Vous êtes sous la supervision d'Hélène Bello et d'Annick Germain. Bonjour Anna. Bonjour Kadi. Voilà. Vous travaillez sur les arrangements financiers au sein des couples et des couples immigrants spécifiquement, oui. Ainsi que sur leur trajectoire résidentielle, donc depuis leur ville d'origine jusque dans la grande région de Montréal. D'accord. Et vous-même, vous êtes immigrante, oui. Si je ne me trompe pas. Je suis arrivée il y a 8 ans au Québec en tant qu'étudiante étrangère. En fait, j'ai toujours le statut d'étudiante étrangère. D'accord. C'est ça. Et depuis, vous êtes résidente permanente? Non, toujours pas. En fait, mais tant qu'on est aux études, en fait, c'est pas si évident d'obtenir la résidence permanente. D'accord. Donc, je suis obligée de passer par le parrainage finalement pour obtenir la résidence permanente. Résidence permanente, d'accord. Vous venez de la France. Exactement. C'est ça. Pourquoi avoir choisi le Québec pour vos études? Mais je pense que le fait que ce soit francophone, le fait que ce soit aussi loin de l'Europe, ça changeait aussi beaucoup. Okay. Je pense que c'est découvrir quelque chose de nouveau et comme beaucoup d'immigrants aussi, on a cette idée du lointain et c'est ça. Voilà. Et pourquoi vous intéressez aussi spécifiquement aux immigrants? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez avant de venir ici ou ça s'est passé une fois que vous avez découvert la métropole, Montréal? C'est plutôt ici, en fait, au cours de mes études, au cours aussi de job en tant qu'assistante de recherche. J'ai fait un stage de recherche aussi dans un organisme communautaire qui travaillait avec les femmes immigrantes. Donc je pense que c'est tout ça qui a forgé mon idée, mes goûts de recherche aussi. Et puis c'est sûr que mon propre parcours a aussi joué là-dedans. Je pense que ça nous montre un autre côté de l'immigration. En le vivant nous-mêmes, ça rend beaucoup plus quotidien toutes les politiques ou tout ce qu'on entend dessus. Sur l'immigration. Oui. Et concrètement, c'est quoi les impacts de vos recherches? Parce que quand vous me dites arrangement au sein du couple, trajectoire migratoire, c'est un peu aléatoire pour monsieur, madame, tout le monde. Hein? C'est quoi? On parle de quoi, là? En fait, d'une part, ça fait partie de recherches sur les couples et l'argent, qui est un gros domaine de recherche qui a montré, en fait, qu'il peut y avoir des inégalités au sein des couples. Parce que souvent, le ménage est pris comme une unité. Et là, c'est pris comme une unité à la fois pour les politiques familiales, pour les politiques fiscales, dans le discours commun, etc. Et là, c'est de regarder ce qui se passe à l'intérieur des couples, puisque, en fait, il peut y avoir des inégalités à travers la circulation de l'argent, l'usage de l'argent et la gestion de l'argent. Et donc, c'est de regarder comment, à travers le long de la trajectoire conjugale, peut se créer à la fois de la solidarité par l'argent, surtout au début de la relation. L'argent peut servir à la relation, on s'offre des cadeaux, on s'invite au restaurant, etc. Mais au fur et à mesure, en fait, il y a des règles de l'amour, en fait, dans les couples, et l'une d'entre elles, c'est de faire passer l'autre et le couple avant soi, avant ses intérêts personnels. Et aussi, on a, par exemple, une autre règle, c'est de penser qu'on ne va pas se séparer. Alors que, objectivement, on sait qu'environ un couple sur deux va se séparer. Là, on a l'impression que ça ne nous arrivera pas. Et donc, on ne met pas en avant ses intérêts. On discute peu d'argent, c'est vraiment un tabou dans la sphère domestique. Et donc, au final, peuvent se créer des inégalités entre les deux conjoints, et souvent au détriment des femmes, en fait, puisqu'elles vont souvent réduire leur temps d'emploi pour s'occuper des enfants. Il y a aussi une différence genrée dans les achats. Souvent, c'est les hommes qui vont plutôt acheter une maison, acheter la voiture, acheter les électroménagers, et les femmes vont plutôt faire les épiceries, acheter les vêtements pour les enfants. Et c'est là qu'il y a aussi un deuxième enjeu, surtout au Québec, c'est que les conjoints de fait, ce qui est une majorité des couples au Québec, ont l'impression qu'ils sont protégés comme les couples mariés. Surtout que les politiques fiscales, en plus, donnent cette impression-là, puisqu'on paye ses impôts de la même façon, etc. Mais en fait, ces couples-là ne sont pas protégés au moment de la séparation. Donc chacun repart avec ce qu'il a acheté, en fait. Donc souvent, les hommes vont repartir avec la voiture et la maison, tandis que les femmes
l'expression d'Hélène, c'est de dire qu'elles repartent avec les sacs d'épicerie vides. D'accord. Ce deuxième point, le rapport pour les conjoints de fait, etc., c'est moins un enjeu pour les couples immigrants, puisque pratiquement, je crois que c'est 9 couples sur 10 immigrants sont mariés, en fait. Donc c'est moins un enjeu pour eux. L'enjeu, à ce moment-là, pour les couples, c'est déjà tous les problèmes que peuvent survenir, c'est ça, avec l'immigration, le fait qu'il y a une perte de niveau de vie, souvent à cause de la non-reconnaissance des diplômes, ce qui va provoquer souvent une déqualification professionnelle, qui est encore plus marquée pour les femmes, selon les statistiques. Et donc, ils vont avoir cet enjeu-là. Puis aussi, au niveau légal, souvent, les couples mariés immigrants ne connaissent pas, par exemple, où est-ce qu'ils doivent divorcer, quel régime s'applique, etc. Puis, parmi aussi les enjeux qu'ils connaissent, c'est l'éloignement du soutien familial, qui pouvait être assez fort, qui pouvait aider aussi dans la conciliation famille-travail, mais aussi pour régler les conflits, etc. Et c'est tout ça qu'on regarde. Parce que l'immigration est très étudiée justement dans les politiques, les chiffres, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les réalités quotidiennes et familiales de l'immigration. Mais une fois que vous les sortez, ces réalités, c'est-à-dire vous y allez par entrevue, j'imagine, vous faites des statistiques vous-même. Moi, c'est comment vous procédez? C'est vraiment des entrevues, surtout. Je veux vraiment regarder la réalité vécue des personnes. Donc, je rencontre des personnes en couple, mais je les rencontre toujours individuellement. Et ensemble, nous retraçons donc toute leur trajectoire résidentielle depuis le début de leur cohabitation depuis le pays d'origine. Et à travers recréer toute leur trajectoire résidentielle, on regarde aussi tous leurs arrangements financiers au sein des couples, etc., tout le long de l'entrevue. Puis je m'appuie après sur des statistiques plutôt du gouvernement, etc. pour... Est-ce qu'à la fin, votre étude elle est publique? Est-ce qu'il y a une partie recommandation ou il y a une partie vulgarisation pour ces gens-là? Alors c'est sûr que c'est toujours un enjeu, une thèse, ça a une audience très très limitée. Très limitée, c'est ça. C'est pour ça que je participe à des activités plus citoyennes comme les rencontres de Laval en milieu et une culture pour justement en parler. Mais j'en suis pas du tout. En fait, je suis encore en train de faire les entrevues, donc je suis pas encore à l'étape de faire des recommandations. Mais c'est sûr que c'est un des objectifs, c'est d'abord de documenter le phénomène, puisque c'est pas du tout connu, on en parle peu. Donc c'est le documenter, puis ensuite sensibiliser les gens à cet enjeu. Et c'est sûr que après, l'idéal, c'est d'avoir une écoute des ministères, etc., pour les politiques, puisque c'est en lien justement avec la déqualification professionnelle, la reconnaissance des diplômes va ensuite avoir un impact sur la sphère familiale. Donc c'est voir comment ces enjeux jouent ensemble. Parmi les entrevues que vous avez déjà faites, que ce soit votre recherche actuelle ou quand Hélène Bello faisait ses recherches sur l'amour et l'argent, donc Hélène Bello qui en a fait un documentaire, d'ailleurs un moyen de vulgariser puis un livre avec Delphine Lobé. Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est quoi l'impact de la déqualification, des pertes de revenus? Est-ce que c'est des drames familiaux que vous avez eu à voir ou à entendre? Alors moi, c'est sûr que je regarde les couples qui sont encore ensemble. Ensemble, d'accord. Donc c'est les couples qui vont bien, donc c'est ceux qui continuent. Mais il y a des recherches, notamment de Michel Vasselaroussi, sur les divorces des couples immigrants. Et la situation financière et la gestion de l'argent est un enjeu au moment du divorce. Et même pour les couples qui sont encore ensemble, ça reste quand même un enjeu de réussir à répartir aussi bien. Souvent, en fait, au Québec, on a besoin de 2 salaires souvent pour réussir à vivre convenablement. Et donc, ça va créer des enjeux de réussir à ce que les deux soient à la fois heureux aussi dans leurs emplois, qu'ils réussissent à pouvoir continuer dans leur carrière. Donc souvent, ça demande aussi un retour aux études, ce qui va compliquer les arrangements entre conjoints. Mais aussi, ce que je remarque, en fait, c'est qu'il y a toute une littérature sur l'émancipation des femmes dans l'immigration, surtout des femmes. Ces études sont souvent sur les femmes maghrébines qui arrivent en Europe et en France. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai remarqué, justement, et c'est en lien avec l'immigration qui est particulière au Québec. Ce sont des personnes très qualifiées, très scolarisées dans leur pays d'origine. Souvent, c'est la classe moyenne
aisés dans les pays d'origine. Voilà. Et souvent, les deux membres du couple travaillaient déjà. En fait, dans les couples que j'ai rencontrés, les femmes avaient une autonomie financière, elles avaient un poids dans les prises de décision, etc. Et en fait, certaines vont perdre une partie de cette autonomie financière, puisque les premières années, elles vont devoir s'occuper des enfants, puisque l'accès à la garderie n'est pas toujours évident. La mobilité quotidienne aussi, en habitant justement, et ça rejoint la trajectoire résidentielle, parfois en s'installant plus loin des centres-villes, etc. Pour le travail, elles doivent faire beaucoup de temps de trajet pour aller chercher les enfants, etc. Et donc, elles vont perdre finalement une certaine partie de leur autonomie financière, mais elles vont aussi l'accepter, entre guillemets. Donc, avec ce rapport amoureux dans la relation, on accepte beaucoup de choses aussi pour que ça fonctionne. Mais aussi parce que les enfants sont centraux à la fois dans le projet d'immigration, et puis donc on accepte un peu de perdre son niveau de vie en se disant au moins ça va, c'est pour le mieux des enfants, etc. Donc l'enfant est central là-dedans pour compenser un peu la perte de... J'imagine que ça doit être différent. L'étude que Hélène Bello a faite, donc elle avec des couples de toute origine, mais majoritairement aussi québécois. Oui, surtout. Puis vous, c'est les couples immigrants. Oui. Est-ce que dans la recherche de participants, est-ce qu'il y a une certaine difficulté parce qu'on se le dit, les gens n'ont pas vraiment envie de se confier des fois. Hein? Oui, c'est un enjeu, c'est sûr. Surtout de trouver des gens... Parce que moi, je cherche des personnes qui sont arrivées en couple en tant que travailleurs qualifiés, qui ont un enfant, qui résident dans la région de Montréal, dans la grande région de Montréal. Donc c'est quand même assez précis et c'est sûr que les gens n'ont pas nécessairement envie de se confier ou ils n'ont pas le temps, etc. Mais une fois qu'ils commencent... ils sont heureux finalement de pouvoir en parler. Justement, ils trouvent important cette recherche de pouvoir montrer les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment est-ce qu'ils s'en sortent, etc. Donc, ils veulent aussi que ça soit connu, que ce soit... alors bien sûr, j'assure l'anonymat et la confidentialité des propos, donc c'est sûr que ça aide aussi. Mais c'est aussi une façon de faire le point sur son parcours, etc. Donc finalement, les gens, ils trouvent aussi leur compte. Mais c'est sûr que le recrutement est toujours un enjeu. Donc j'offre aussi une compensation financière pour compenser le temps que les gens passent. Parce que c'est sûr. Et c'est des entrevues qui durent environ, c'est quoi? Entre 1 heure et 3 heures environ. En moyenne, c'est 1h30, 2 heures. Okay. Parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais il faut que les gens aient aussi autre chose derrière à faire. Boucar Diouf, qui est chercheur aussi, me disait des chercheurs qui cherchent, on en trouve tout le temps, mais des chercheurs qui trouvent, c'est un peu rare. Donc, vous, ça résume pas mal ce que vous faites. Donc, vous êtes en train de chercher des gens. Vous en avez peut-être trouvé une partie. On va lancer un appel aux gens qui nous regardent à venir participer à votre recherche. C'est quelque chose quand même d'utile à la société. Oui. Est-ce qu'au niveau du centre urbain de l'INRS, vous savez ce qu'on fait de vos recherches? Est-ce que c'est quelque chose qui a un impact, que le gouvernement utilise beaucoup? En fait, dans le centre Urbanisation, Culture et Société, l'INRS, il y a par exemple le partenariat Famille en Mouvance, et sur lequel siège donc Hélène Bello, mais aussi des représentants des ministères de la Famille et de l'Immigration. Donc ils ont aussi une écoute justement pour des résultats de recherche qu'on peut faire pour les amener ensuite au ministère. Donc c'est déjà une porte d'entrée qui est quand même assez favorable. Et ensuite, c'est sûr que il y a plusieurs moyens aussi de vulgarisation des connaissances au sein de l'INRS et au sein du partenariat aussi. Donc, ce sont autant de biais pour participer. Puis, c'est sûr que des invitations comme celle-ci aussi permettent de soulever l'enjeu et d'en faire parler. OK. Et puis, vous faites au niveau de l'INRS beaucoup de conférences, de vulgarisation. Donc, c'est pas juste que vous dressez un portrait de la population. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir aussi le montrer. Donc, à part ce projet-là, après votre doctorat, parce que c'est votre thèse, hein, c'est sur votre thèse de doctorat, avez-vous d'autres projets? Vous retournez en France? On va commencer par terminer cette thèse parce que j'en ai encore pour quand même quelques années. Mais après, c'est difficile de savoir. J'aimerais, c'est sûr, poursuivre dans la recherche sur les familles et sur l'immigration. Ça serait l'objectif. Ensuite, savoir où je serai. Est-ce que je vais immigrer ailleurs ou si je vais rester ici? Je vais voir. Pour l'instant, je reste ici. Vous restez ici. Puis, ce qui vous intéresse jusqu'à présent, c'est les familles. Et l'immigration. C'est vraiment les deux qui sont...
c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Merci Anna Goudé. Nous allons maintenant céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Festival du monde arabe qui se tient du 24 octobre au 4 novembre. C'est un événement thématique dédié à la rencontre et au dialogue des cultures arabes et occidentales. Cette 19e édition offre aux participants des activités autour de 4 volets, dont les arts de la scène, le cinéma, les salons de la culture, essentiellement des conférences, et des événements gratuits à différents endroits de Montréal, dont le Jésus, le Centre culturel marocain Dar El Maghrib ou encore la Place des Arts. Plusieurs pays sont représentés, dont l'Algérie, l'Égypte, le Liban, l'Espagne ou encore la Syrie. Et pour toute information sur les spectacles et sur tous les événements autour de ce festival, allez-y sur festivalarabe.com. Du 5 au 11 novembre, c'est la 16e semaine québécoise des rencontres interculturelles. C'est une bonne occasion d'aller voir sur la page Facebook de la semaine québécoise des rencontres interculturelles ce qui se fait à Laval. Il y a plusieurs organismes qui organisent justement des événements lors de cette semaine. La table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, donc la TCRI, ainsi que la ville de Laval, organise les 7 et 21 novembre prochains 2 journées de formation qui ont pour thème Immigration 101 et approche interculturelle. Donc de 9h à 16h au relais communautaire de Laval, les intervenants et intervenantes de première ligne sont conviés à apprendre et à échanger autour de la compréhension des statuts migratoires, de l'accès aux services, des vécus qui sont liés au parcours migratoire des gens qui arrivent nouvellement, aux interactions entre les personnes qui ne partagent pas la même culture et aussi la posture à adopter et des notions dont on doit s'approprier pour favoriser justement l'ouverture et le dialogue. Donc tout cela à partir d'études de cas. Les formations sont gratuites, mais il faut faire des réservations rapidement sur eventbrite.ca. Maintenant, dans le même sens du dialogue interculturel, le projet Montréal à notre image propose une aventure d'exploration de la diversité de Montréal pour les 12 à 17 ans. Donc, le projet est à sa 2e édition et il se déroule en 3 principales étapes. D'abord, les jeunes s'inscrivent pour rejoindre une équipe au sein de laquelle ils iront à la découverte de leur ville à travers des visites, des rencontres d'organisations de différentes communautés culturelles. Ça se fait durant l'été. Ensuite, de septembre à décembre, une fois qu'ils sont riches de toutes ces connaissances, chaque jeune est invité à organiser à son tour une activité d'exploration, donc une activité publique de découverte de la diversité. Il sera accompagné par un mentor pour concevoir cette activité, pour enfin devenir à son tour un leader interculturel au sein de sa communauté, dans sa ville, dans son quartier. Il devient à ce moment-là un bâtisseur de ponts entre les communautés. C'est vraiment un projet très intéressant. C'est un projet qui est une initiative d'Ici et Là, un organisme dont le but est d'encourager l'engagement citoyen des jeunes dans la promotion du dialogue interculturel. C'est aussi un réseau citoyen de solidarité qui a vu le jour en 2001, qui a été créé par un groupe d'étudiants engagés. Donc pour en savoir plus sur le projet, son histoire, montréalanortreimage.com. Je vais terminer en vous annonçant que du 8 au 19 novembre, on accueillera la 21e édition des rencontres internationales du documentaire de Montréal. Toute information, renseignements sur le ridm.ca. Également, le Salon des meilleures pratiques en affaires se tiendra le 15 novembre au Palais des Congrès. Donc, vous pouvez aller sur salonmpa.ca pour toute information.
Dans cette deuxième partie de l'émission, nous recevons Zal Idrissa Sissoko. Bonjour Zal. Bonjour Hadi. Zal, tu es un ami, un compatriote qui fait de la musique depuis très longtemps. Tu fus membre de Lokolocas, du groupe Lokolocas. Tu as eu à jouer avec les frères Diouf, Elhaj et Karim. Et tu as ton groupe depuis quelques années, un peu plus de 10 ans d'ailleurs, que tu as ton groupe, le Bontalo. Oui. C'est ça. Donc, Zal, chez nous au Sénégal, chez toi aussi, on dit il faut laisser la personne le soin de se présenter. Tu te présenterais comme qui? Alors, je suis Zal Idrissa Sissoko, originaire du Sénégal. Et je suis auteur-compositeur. Je viens de la grande famille des griots, qui sont les détenteurs de l'histoire africaine. Parce que dans l'Empire mandingue, qui est toute l'Afrique de l'Ouest, le rôle du griot, c'était de maintenir l'histoire de ce qui s'est passé et pouvoir la transmettre de génération en génération. Alors, l'instrument que je joue, la kora, je l'ai appris avec mon père qui l'a appris avec son père, depuis des générations. Et voilà. Voilà, donc c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Puis c'est la culture orale, c'est l'histoire de l'Afrique. De l'Afrique, exactement. Qui se transmet comme ça, de génération en génération. Ouais. Donc, toi, je ne te dirais pas pourquoi avoir choisi la kora, elle t'a choisi. Absolument. Tu es né dans une famille où on joue de la kora. Je suis né et j'ai grandi et j'ai trouvé cet instrument à la maison que j'étais tellement fasciné quand mon papa jouait à cet instrument étant très, très jeune. Et c'est un instrument quand même qu'on commence à apprendre à partir de l'âge de 13 ans. Et j'allais à l'école, mais le soir, à la fin de semaine, je prenais des cours avec papa, qui était un devoir pour lui de nous transmettre la connaissance et l'histoire de cet instrument. Alors, ça s'est fait pendant 5 ans au niveau de la maison et tout se faisait oralement, comme tu l'avais bien dit. D'accord. Ouais. Oui, les gens sont fascinés par la kora parce que les questions qu'on entend souvent, c'est qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une guitare? Est-ce que c'est une harpe? Et tu la définirais comme quoi, la kora? La kora, c'est l'ancêtre de la harpe. Parce que la harpe, aujourd'hui que nous parlons, la harpe occidentale ou bien la harpe arocho qu'on trouve un peu chez les latinos, c'est tout ça vient de la kora. Parce que c'est la kora qui est l'ancêtre de tous ces instruments à cordes. Et c'est un instrument qui est fabriqué avec une calebasse, une grosse courge, et une peau de vache, du bois et des fils. Les fils, c'est des fils à pêche. D'accord. Il y en a 21 cordes. C'est un instrument avec 3 octaves, qui est un instrument dans la famille des instruments diatoniques aussi. Ouais. D'accord. Alors, c'est ça. Je te dis d'accord, mais je ne sais pas de quoi tu parles. On sait qu'en bout de ligne, le résultat est extraordinaire. C'est fascinant quand quelqu'un joue de la kora. Puis à côté toujours des joueurs de kora, il y a en général une grande cantatrice ou bien un griot, comme tu l'as dit, qui transmet. Et toi, est-ce que c'est ça que tu fais? Est-ce que tu chantes et tu joues ou est-ce que tu accompagnes des gens? Oui, je chante et je joue parce qu'au début, quand j'ai appris cet instrument, c'était un instrument typiquement traditionnel. L'apprentissage à la maison, c'était oral, à la maison, traditionnel. Mais par la suite, nous, notre génération, on a voulu aller au conservatoire. Pour mieux apprendre à connaître les notes, la solfège et tout ça. Alors, depuis une dizaine d'années, maintenant, je compose, j'écris, je suis auteur-compositeur et interprète en même temps. Et oui, je joue et je m'accompagne en chanson. Tu t'accompagnes d'autres gens aussi. Donc, les gens pensent toujours qu'un instrument traditionnel, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de... C'est pas vrai. Là. Non, c'est pas vrai du tout. Ça s'apprend au conservatoire, puis toi, tu es sorti du conservatoire de musique. Exactement. Est-ce que, au fil des années, les 10 ans où tu mènes une carrière solo brillante quand même, comment ça se passe ici au Québec? Est-ce que les gens s'approprient cet instrument? Est-ce que tu arrives à faire une carrière au Québec avec? Oui, c'est pas évident. La vie d'artiste, c'est vraiment pas évident. Il y a des hauts et des bas. Mais honnêtement, pour vous dire, je fais aucun autre travail que faire de la musique pour gagner ma vie. Et je suis très satisfait parce que depuis plus de 6 ans maintenant, je suis un peu partout dans le monde aussi. Ça me fait voyager un peu partout dans le monde. Et
Principalement au Québec, ici, ça va très bien aussi. Je fais de belles collaborations avec d'autres artistes de différentes ethnies. Et la kora, c'est un instrument qui se marie dans tous les styles de musique aujourd'hui. Ce n'est pas un instrument que les gens regardaient auparavant, typiquement traditionnel, mais aujourd'hui, il peut faire du reggae avec ça, on peut faire du blues avec, on peut faire du pop avec, tout sortes de styles de musique aujourd'hui avec la kora. Et ça se passe très bien au Québec. Ça se passe très bien. Donc l'instrument a évolué alors au fil des ans. Est-ce que ça a évolué techniquement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cordes qui se sont rajoutées? Tu te dis que ça se marie avec d'autres, mais est-ce que ça a évolué techniquement? Techniquement, ça a évolué parce qu'auparavant, mon grand-père s'utilisait de transposer sa kora pour être dans la gamme de mi mineur ou bien ré majeur. Peut-être qu'il ne pourrait pas te comprendre. Mais aujourd'hui, nous, notre génération, on a fait évoluer l'instrument, l'amener dans un autre niveau. Parce qu'on n'a pas voulu le cantonner seulement dans la musique traditionnelle. Alors c'est un instrument aujourd'hui qui est millénaire, mais on a fait des recherches avec, on a poussé ses limites pour pouvoir voir à quel niveau il pourrait aller plus loin. Aller plus loin. Exactement. D'accord. Puis tu as parlé de collaboration. Ouais. Est-ce qu'il y a des collaborations qui t'ont marqué, des réalisations qui sont importantes pour toi? Mais c'est sûr qu'il y en a 3 à 4 collaborations qui m'ont vraiment marqué depuis que je suis au Québec ici. Ma collaboration avec le Cirque du Soleil, où est-ce que j'ai joué au spectacle O à Las Vegas, et ma collaboration avec Joran, qui est une des plus grandes violoncellistes au Québec ici. Les frères Diouf, ce sont des frères sénégalais comme moi. Alors faire une collaboration ici, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Et aujourd'hui, une des collaborations qui me touche beaucoup aussi, c'est au niveau du Centre des musiciens du monde, qui a ouvert il y a 1 an. Et ma contribution au niveau de ce centre-là, parce que c'est un centre où est-ce qu'on apprend les gens à connaître les instruments qui viennent d'ailleurs. Et veut pas, au Québec, les gens sont quelquefois un peu frileux. Quand on ne connaît pas, on ne va pas vers. Mais laissez-vous aller, c'est quand on ne connaît pas, si on va vers de l'inconnu, on apprend beaucoup de choses là-dedans. Et au niveau de ce centre-là, c'est un centre ouvert à tous. Les gens viennent, ils écoutent la musique, ils apprennent les instruments traditionnels et la porte est ouverte pour tout le monde. D'accord. Un dernier mot, as-tu un projet récent à court terme? Oui, mais les projets qui s'en viennent, je m'en vais faire une tournée au Brésil, pour 3 semaines. Et revenir aussi avec un nouvel album que je vais enregistrer aussi avec une collaboration avec quelques artistes brésiliens. D'accord. Merci beaucoup, Zal. Merci, au plaisir. Puis bonne tournée au Brésil. Merci. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Nadira mahabina kutikuyala mahabaye nadon diara mahabina kele diara bari bari la alla nya berili wina berewa alla nya berili kabe nala samara nanuna berili kabe kumala julalema bari bari kini kini edalilela Sénégal silule beni mama Nadira mahabina kutikuyala mahabaye nadon diara mahabina kele diara bari bari la bari bari ni wurara jeliyala dobile jeliya kamala jeli kanamalo jeliyala duna bari bari ni wurara jeliyala dobile jeliya kamala jeli kanamalu jeli